Bonjour, aujourd'hui dans Studio Lacan, nous allons recevoir pour notre rubrique Un divan dans le monde, l'historien Emmanuel de Varesquiel, avec lequel nous allons parler de la misogynie d'hier et d'aujourd'hui, autour de son livre Juger la reine. Ensuite, l'actualité de la psychanalyse sera consacrée aujourd'hui à la parution du séminaire de Lacan, La logique du fantasme, c'est un événement, et c'est avec Éric Laurent qu'il nous parlera de ça. Voilà, jingle. Emmanuel de Varesquiel, bonjour. Bonjour Philippe. Vous êtes donc docteur en histoire, ancien élève de l'École normale supérieure, chercheur à l'École pratique des hautes études et surtout un spécialiste de la période charnière entre le XVIIIe et le XIXe siècle. Vous écrivez d'ailleurs que ce que vous préférez dans l'histoire, ce sont les interstices. Alors, vous êtes l'auteur célèbre d'une biographie de Talleyrand qui a fait date. L'homme qui a donc traversé 9 régimes politiques différents comme autant de fantasmes. Et plus récemment, c'est à la fin de Marie-Antoinette que vous avez consacré un livre intitulé « Juger la reine » dont nous parlerons aujourd'hui. On prendra notre départ de ce livre. Il faudrait aussi mentionner votre analyse de la Révolution française dans 7 jours, du 17 au 23 juin 89. Et je ne terminerai pas cette présentation sans signaler vos escapades littéraires, un essai sur Stendhal, J'ai tant vu le soleil, et dernièrement un récit, Voyage autour de mon enfance, qui nous a autant enchantés, Agnès et moi. Voilà. Alors, pour vous poser la première question, Monsieur de Varesquiel, je me disais, pour beaucoup, le XVIIIe siècle, c'est le siècle des femmes. Et vous notez le changement considérable qui affecte le sort des femmes à partir de la Révolution française et que vous dépeignez comme la revanche des hommes sur le monde des femmes. Je crois qu'on doit être à la page 176. Et vous dites, page 87, la haine de la monarchie, c'est pour le roi, mais concernant la reine, elle représente le crime. J'aimerais bien que vous nous parliez un peu de ça. Oui, vous savez, Élisabeth Louise Vigée-Lebrun commence ses souvenirs qui sont publiés bien après la Révolution sous la Restauration par la phrase suivante, évoquant les dernières années de l'Ancien Régime, c'est-à-dire les années 1780. Elle dit à peu près la chose suivante, les femmes régnaient alors, la Révolution les a détrônées. Donc ça, c'est une sorte d'ouverture et Élisabeth Vigée-Lebrun, comme vous le savez, a été le peintre officiel de Marie-Antoinette à partir de son premier portrait de 1778 et le peintre d'une bonne partie de la société féminine parisienne dans les années 1770 et 1780. C'est le peintre inspiré et génial du grand portrait de Jeanne du Barry, la dernière maîtresse de Louis XV, qui date de 1781. C'est un portrait absolument extraordinaire. Et pour reprendre une phrase qui a servi de titre à Marc Fumaroli sur un livre qu'il a consacré, un petit essai qu'il a consacré sur Élisabeth Vigée-Lebrun, c'est le Mundus Muliebris, le monde de la femme. La fin du XVIIIe est vraiment
ce monde du mundus muliebris, et en effet, il disparaît en partie. Il faut apporter un certain nombre de nuances à ça sur les évolutions de la Révolution française, mais il disparaît en partie entre 1793 et après une grande partie du 19e siècle. La femme n'occupe plus la même position. Au fond, ce qui se passe, c'est que dès avant 1789, on assimile les désordres féminins aux désordres politiques. Ça commence avec les maîtresses de Louis XV, avec Madame de Pompadour, puis beaucoup avec Madame du Barry, et ça continue avec Marie-Antoinette, qui a droit à ses premiers pamphlets quelques mois après la mort de Louis XV et l'avènement de son mari Louis XVI en 1774. Et donc, ça monte en puissance. Et l'idée, au fond, autour de cette idée qui est portée d'abord par les parlementaires, par le jansénisme et par les Lumières, bien entendu, autour de cette idée de la dégénérescence de l'absolutisme monarchique, l'idée, c'est de dire que cette dégénérescence est due et s'explique par une féminisation du régime politique et par une contamination des femmes dans l'exercice même de ce régime. Il y a une espèce de parallèle qui est fait entre les désordres sexuels de la femme et les désordres politiques de la monarchie contrôlée par des femmes. Et ça, c'est vraiment un des thèmes essentiels qui monte en puissance dans cette espèce de construction de l'espace politique de l'espace public du politique, comme dirait Jürgen Habermas, de cette construction fantasmée du rôle de la femme à la fin du XVIIIe siècle. Est-ce que ça n'est pas plutôt vrai, ça, pour les maîtresses de Louis XV que pour Marie-Antoinette? Parce qu'elle a droit à un régime spécial de haine, non? Non, Marie-Antoinette, la haine n'en est que d'autant plus vive et violente qu'on lui prête une influence politique. Vous savez, c'est ce que dit Madame Roland dans ses souvenirs encore écrits en 1793 en prison, ce froissement de rideaux qui cachait ou qui annonçait la présence de la reine, qui surveillait les conseils secrets de son mari Louis XVI sous la Révolution française. Ce fantasme est d'autant plus présent à travers la personne de Marie-Antoinette parce qu'on prête à Marie-Antoinette un exercice politique qu'on ne prêtait pas aux maîtresses du roi, en tout cas pas à Madame du Barry, qui règne entre guillemets entre 1768 et 1774. Marie-Antoinette, si vous voulez, passe par je dirais, tous les reproches. Celui de contribuer au déficit public par des dépenses inconsidérées à Trianon, les fameuses fêtes de Trianon, le monde enchanté de Trianon, du petit Trianon. Ensuite, par ses débordements sexuels, on lui prête des amours à la fois féminines et masculines. Elle est, ce qui était déjà le cas avec Jeanne du Barry, elle est présentée comme une sorte de personnage androgyne. Et ces débordements sexuels sont l'annonce et le signe de ces débordements politiques, c'est-à-dire de sa prise de pouvoir sur le pouvoir des hommes et sur le pouvoir du roi par son entrée au Conseil du roi, ce qui est en partie faux. Elle y est entrée une fois, mais très tardivement, en 1789. Et donc, il y a une espèce de montée en puissance de cette espèce de critique de la femme, à la fois sur le plan de son comportement sexuel et en même temps sur le plan de son comportement politique, depuis Madame de Pompadour jusqu'à Marie-Antoinette. Mais Marie-Antoinette, c'est fantasmé. Bien sûr que c'est fantasmé. Bien entendu, Marie-Antoinette, elle déteste la politique, mais Marie-Antoinette est prisonnière je dirais, d'une politique qui la dépasse et qui lui échappe complètement, qui est celle du renversement des alliances voulues par le cardinal de Bernis, puis par Choiseul en 1756, c'est-à-dire l'abandon de la vieille alliance prussienne pour l'alliance autrichienne, alors même que l'Autriche
a été pendant des siècles l'ennemi héréditaire du royaume de France. Vous savez, le fameux précaré de l'époque du cardinal de Richelieu, les Habsbourg, ennemis traditionnels de la France. Et ce renversement des alliances, cette nouvelle alliance entre la France et l'Autriche a été très mal vécue par les élites françaises et en particulier par les élites parlementaires dont on sait qu'elles ont joué un rôle essentiel dans la montée en puissance de la contestation de ce qu'on appelait le despotisme ministériel et la montée en puissance de la Révolution française. Dans le fond, qu'elle soit étrangère, on l'appelait l'étrangère, ou qu'elle soit autrichienne, n'est pas la question. La question, c'est qu'elle était femme. C'est qu'elle était femme et que Louis XVI, dans l'imaginaire de l'époque, son impuissance était déjà proverbiale. C'était d'ailleurs pas le cas de Louis XV, d'ailleurs. Bien sûr, et il y a cette phrase du duc de Lévis qu'il prononce après la Révolution française. On reprochera, on pardonnera au roi d'avoir des maîtresses, mais on lui reprochera toujours de laisser sa femme avoir des amants. Et on prête à Marie-Antoinette de nombreux amants. On sait que s'il en existe un, c'est cet officier suédois, le comte de Fersen, qu'elle rencontre en 1773, et dont on ne sait pas et dont on ne saura jamais s'ils ont été, comme dirait Chateaubriand à propos de Madame de Beaumont, jusqu'au dernier transport. Alors, au fond, Marie-Antoinette a été condamnée pour trahison, pour intelligence avec l'ennemi, puisqu'elle a cherché du secours à l'étranger. Mais si la femme qu'elle est a été condamnée, la mère qu'elle est, elle ne l'a pas été. Je pense en particulier à ces tentatives malheureuses d'Hébert, qui a fait dire à Marie-Antoinette, qui voulait convaincre Marie-Antoinette qu'elle était une mère incestueuse. Et il y a la fameuse réponse de Marie-Antoinette, j'en appelle à toutes les mères qui sont ici. Réponse d'ailleurs qui a rendu Robespierre absolument furieux et que Stéphane Zweig ou Freud avait noté. Donc une fois encore, c'est la haine de la femme dans ce moment de la Révolution qui est saisissant s'agissant de Marie-Antoinette. Son procès, qui se déroule sur 3 jours, qui est un procès très différent de celui de son mari, puisqu'elle n'est pas jugée par une assemblée politique, en l'occurrence la Convention nationale pour Louis XVI, mais elle est jugée devant les juges choisis, triés sur le volet par l'accusateur public Fouquier-Tinville du tribunal révolutionnaire, créé en mars 1793. Donc dans cette salle qui existe encore, qui a été longtemps, qui est maintenant la salle de la Cour de cassation au palais de justice de l'île de la Cité à Paris, elle est jugée sur 3 jours du 14 au 16 octobre 1793. C'est un procès politique à plusieurs bandes. Mais pourquoi existe-t-il ce procès? Parce qu'il s'inscrit dans des circonstances politiques très précises. La Révolution s'est transformée en République. Cette République est jeune. Elle a été proclamée après la prise des Tuileries du 10 août 1792, le 21 septembre suivant, et elle est fragile et elle est attaquée à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de ses frontières. À l'intérieur parce que la montée en puissance de ce qu'on appelle la Vendée militaire est en pleine action, et à l'extérieur parce que pour la première fois, les armées coalisées de l'Europe des rois, si vous voulez, contre cette jeune République française, la fragilise et pénètre sur le territoire de la République. Un certain nombre de villes et de places du Nord sont prises par les armées coalisées prussiennes, autrichiennes et anglaises. Le port de Dunkerque, est assiégé par les Anglais. Dans le sud de la France, Toulon est assiégé par une flotte anglo-espagnole. Et à l'intérieur de la République, Lyon est en pleine insurrection, et pas seulement l'ouest de la France. Et donc, la République a besoin, dans un certain sens, d'un bouc émissaire, comme une sorte d'excuse à ce qu'elle ne veut pas avouer, qui est cette fragilité, cette guerre civile intérieure et ces attaques militaires extérieures dont elle va venir à bout. Au bout du compte, mais qui inquiète. Les armées coalisées sont très
très proche de Paris. On est extrêmement inquiet. Et donc Marie-Antoinette, qui est enfermée à la Tour du Temple depuis la mort du roi, est séparée de ses enfants d'abord et ensuite mise à la conciergerie pour être jugée et pénètre à 8 heures du matin dans cette salle dite de la Liberté du tribunal révolutionnaire le 14 octobre 1793. Il s'agit au fond de lui faire porter la culpabilité de ce qui est en train de se passer par ces trahisons extérieures qui sont en partie avérées, même si au moment du procès aucune preuve n'a été mise en avant, et par cette conspiration intérieure qui est beaucoup plus sujette à caution, dont on l'accuse. Et Marie-Antoinette est accusée à la fois comme reine, comme étrangère, bien entendu, comme autrichienne. On se souvient de cette caricature extrêmement féroce qui circulait dans Paris dès 1790, avec ce jeu de mots, la poule d'autruche, la poule d'Autriche, qui avale l'or des Français. Et donc elle est accusée comme reine, comme étrangère et comme autrichienne, et j'ai essayé de vous dire un mot de cette détestation française de l'Autriche à l'époque, mais elle est aussi accusée évidemment comme femme et comme mère. Voilà. C'est un procès jugé par à la fois du côté du jury de jugement des 15 jurés du tribunal et du côté des 5 juges et de l'accusateur public, qui est conduit par des hommes contre une femme. Voilà. Ça, c'est évident. Et d'ailleurs, qui s'inscrit dans une série de procès féminins. Je pense à Madame Elisabeth, qui sera jugée un peu plus tard, à Olympe de Gouges, à Madame Roland, qui toutes sont des femmes impliquées de diverses manières dans la Révolution française et qui monteront sur l'échafaud. Vous vous rappelez de cette phrase de Madame Roland: l'échafaud était placé place de la Révolution, l'actuelle place de la Concorde, en face dans l'axe royal, en face du palais des Tuileries, et on avait placé à côté de l'échafaud une immense effigie en plate de la liberté. Et cette expression de Madame Roland, liberté, liberté que de crime, commettons en ton nom, le monde sur l'échafaud. Alors, justement, pour en venir à la misogynie contemporaine, dans le fond, comment expliquez-vous que cet universalisme républicain ait fait si peu de place aux femmes, qui en France, c'est remarquable, ont eu le droit de vote en 1948, ce qui est hier. Et dans le fond, cet universel ne signifierait-il qu'uniformité et non la différence, donc ce qui ouvre à tous les rejets, voire au racisme, y compris celui de la femme? Oui, l'universalisme de la République est une abstraction, comme le sont les notions de liberté et d'égalité. Et c'est probablement à la fois la gloire et la faiblesse de la Révolution. C'est que pour certaines de ces abstractions, on continue à courir encore après aujourd'hui. Par exemple, de quelle égalité s'agit-il? Est-ce que c'est une égalité civile, une égalité politique ou une égalité sociale? S'agissant de l'égalité sociale, on court encore après aujourd'hui. On a placé si haut ces grands principes révolutionnaires qu'ils nous dépassent un peu parfois. Et ceci est peut-être une explication du fait que je ne sais pas si la Révolution est encore absolument terminée, n'en déplaise à François Furet qui l'a conduit de 1789 à 1889. Et donc cet universalisme, en effet, je fais une petite parenthèse pour expliquer, parce que évidemment il y a eu des clubs féminins et ce sont les femmes qui marchent sur Versailles le 5 octobre 1789, mais très très vite les femmes vont être remises à leur place. Les assemblées révolutionnaires sont des assemblées d'hommes, bien entendu, et quelques jours après le procès et l'exécution de Marie-Antoinette le 16 octobre 1793, place de la Révolution, la Convention fait fermer les clubs féminins qui existaient. Donc il y a une espèce d'ambivalence vis-à-vis du rôle politique des femmes, qui est admise sur le bout des lèvres, si j'ose dire, dans les premières années de la Révolution, et qui vont être très vite renvoyées à leur foyer, à leurs enfants et à leurs casseroles, pour dire les choses. J'ai eu l'occasion de lire quelques comptes rendus des mariages républicains qui avaient lieu sous la direction de Fouché, Joseph Fouché, le futur ministre de la police de Napoléon, lorsque celui-ci était conventionnel en mission à Nevers et à Moulins. C'est tout à fait extraordinaire. On marie
on marie les hommes et les femmes par groupe de 20 ou de 30 en tunique blanche sur l'autel de la Liberté, avec des envols de colombes, et on envoie les hommes se battre pour la République et les femmes dans leur foyer. Pourquoi est-ce qu'on a eu cette évolution-là sous la Révolution? Ça remonte certainement, je dirais, quasiment à la première moitié du XVIIIe siècle. Le XVIIIe siècle est de ce point de vue-là un siècle incroyablement paradoxal, parce que c'est à la fois le siècle du libertinage, un libertinage d'ailleurs qui évolue au fur et à mesure de l'avancée de ce XVIIIe siècle, et en même temps le siècle de la morale. Pensez à l'Émile de Rousseau, à la Nouvelle Héloïse, et des contes moraux. Pensez aux contes de Diderot, pensez au tableau larmoyant de Greuze qui représente le père et la mère de famille, qui donne une vision idyllique de la famille, la montée en puissance du sentiment de l'enfant, du sentiment de la famille, où chacun est à sa place. Le père comme pater familias, c'est comme, je dirais, le chef de famille, et la mère comme celle qui s'occupe exclusivement de ses enfants. C'est ce sentiment-là qui va conduire au fait que l'on va très très vite considérer que les débordements féminins sont contre-révolutionnaires. Le libertinage va devenir contre-révolutionnaire à partir des années 1770-1780. Et c'est un des arguments qui va être utilisé sous la Révolution contre les femmes à partir de 92-93. Au fond, c'est sans doute, on peut dire que la Révolution met en cause le maître, disons-le au sens fort du terme, et que les femmes, en effet, sont la partie rejetée, exclue de cette maîtrise de ce règne. Alors, moi, j'ai deux questions. La première, par rapport au fait qu'en effet, la France s'est débarrassée de son monarque, qui était un monarque de droit divin. Et donc, je me disais, est-ce qu'on ne peut pas penser avec Kantorowicz que l'exécution de Louis XVI, ça a permis de se séparer des deux corps du roi. Le corps religieux, en tout cas, c'est fini. Le roi et la reine, c'est terminé. Il faudra attendre Louis XVIII pour avoir le roi des Français et non plus le roi de France. Mais quand même, est-ce qu'on ne peut pas voir dans ce régicide la genèse de l'État moderne? Parce que, avec la sécularisation des institutions, simplement. Parce qu'une fois la liberté obtenue, fraternité et égalité sont quand même des valeurs religieuses catholiques qui avaient cours à l'époque. Et pour ce qui est de la haine des femmes, si on se réfère au mouvement MeToo, on peut dire qu'elle est toujours d'actualité. Il y a toujours quelque chose, au fond, dans cette pente à l'universalisation où la femme vient contre, parce qu'en effet, elle n'est pas faite pareil, elle n'a pas le même mode de se rapporter à la jouissance, si on peut le dire comme ça. Oui. Alors, oui, tout le monde connaît la théorie de Kantorowicz, le double corps du roi, le corps éternel, le corps sacré et le corps physique. En effet, on tue le roi deux fois. On le détrône le 10 août 1792, on proclame la République, et là, on se débarrasse du corps sacré du roi, et on le guillotine, on le coupe en deux le 21 janvier 1793, et on se débarrasse du corps physique. C'est plus compliqué avec la reine. Et au fond, on procède sur la reine à ce que j'appelle un régicide moral, par précisément cette accusation qui va venir au début de son procès, dès le 14 octobre 1793, qui est porté par Hébert, qui est l'un des activistes révolutionnaires clés de la Commune de Paris, qui est très très proche, qui porte le père Duchesne, qui est un des organes de presse les plus violents de la Révolution française, et qui va accuser Marie-Antoinette d'inceste. Il y aura d'ailleurs des interrogatoires du jeune dauphin qui est resté à la tour du Temple, qui va finir, que l'on va faire avouer qu'il aurait couché avec sa mère. Il est très très difficile d'imaginer que ça a été véritablement le cas, mais en tout cas, par ces aveux entre guillemets forcés qu'on obtient du petit dauphin, on accuse la mère
de ce crime. Et donc, on dégrade moralement à la fois la mère et le fils, et c'est en cela que j'évoque cette notion de régicide moral. Parce que Marie-Antoinette ne porte pas, elle n'a pas été couronnée à Reims en 1775, elle ne porte pas cette sacralité. Donc on détruit le corps physique de la reine et on le détruit doublement, à la fois par la guillotine, mais aussi par cette infamie morale dont on l'accuse au cours de son procès par l'intermédiaire d'Hébert. Juste une ultime question, puisqu'au fond vous mentionnez en effet ce moment... Pardon. Non, excusez-moi. Juste une ultime petite question, puisque vous mentionnez en effet cette jouissance de femme. Comme mère, elle aurait séduit son enfant, et donc on voit poindre sous la mère la jouissance féminine. Au fond, et donc c'est ça, me semble-t-il, l'enjeu avec l'universalisation qui ne fait pas de place à cette jouissance-là, qui est différente de celle de l'homme. Alors, vous dites, je crois que c'est page 122, j'ai retenu cette phrase qui m'a paru merveilleuse. Vous parlez du tribunal révolutionnaire et vous dites à son propos que se trouve reconstituée là l'aristocratie et la plèbe. C'est-à-dire, on se débarrasse du roi et on veut se débarrasser des aristocrates, mais aussitôt ça se reforme. Et je me disais, si on le pense avec les concepts de Lacan, que au fond cette maîtrise, le maître et l'exclusion, ce qui échappe au maître, ce sont des effets du langage. Donc sauf en effet à pratiquer la terreur, et ça ne sera jamais fini, et sinon on doit reconnaître que le langage génère ça. Juste une remarque de vous pour finir, pour conclure. Oui, il est vrai que ce procès est aussi le procès de la revanche sociale des petits sur les grands. Qu'il était impensable, il aurait été impensable de parler à la reine avant la Révolution française, et que maintenant les membres du jury de jugement qui appartiennent à la boutique parisienne, à ce qu'on pourrait appeler aux petites classes moyennes parisiennes, on a des menuisiers, des charpentiers, des coiffeurs, des luthiers, tiennent littéralement la vie de la reine entre leurs mains. Il y a parmi les témoins qui défilent à la barre de ce procès, il y a 42 témoins. Il y a une ancienne femme de charge de Versailles qui s'appelle Reine Millot, et on est en plein fantasme aussi dans ce procès. Et qui est absolument persuadée qu'elle a eu des conversations secrètes avec le duc de Cogny, qui était un personnage important de la cour, très proche de Marie-Antoinette, et que le duc de Cogny lui aurait fait des confidences. Donc on est véritablement dans une inversion à la fois des valeurs morales, mais aussi des valeurs sociales. C'est très très important. C'est vraiment le procès de la victoire des petits sur les grands. Oui, de l'exclu, au fond, qui à son tour va prendre le pouvoir, générer une nouvelle exclusion. Exactement. Monsieur de Varesquiel, un grand merci pour ce moment passé avec vous, ce bonheur de vous lire. À très bientôt, j'espère. Et donc, nous allons passer à la suite, c'est-à-dire que nous allons inviter maintenant Éric Laurent à nous parler de cet événement formidable de la publication du nouveau séminaire de Lacan, La logique du fantasme, que nous devons à Jacques-Alain Miller. Jingle. Éric Laurent, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc psychanalyste à Paris, membre de l'école de la cause freudienne et de l'Association mondiale de psychanalyse, et vous nous parlez aujourd'hui de l'événement éditorial du moment que constitue la parution du séminaire 14 de Jacques Lacan, La logique du fantasme. En effet, l'année ne s'annonce pas spécialement propice à des développements heureux. Ce mois de janvier nous a cependant réservé un beau cadeau qui de plus est double. Il se compose d'une part d'un recueil d'écrits de Jacques Lacan intitulé « Premiers écrits » qui réunit des textes d'avant l'entrée de leur auteur en psychanalyse, soit d'avant 1936. Ils sont mis en valeur dans cette perspective par une préface de Jacques-Alain Miller. Et puis il y a un deuxième beau cadeau. C'est la publication, la première depuis 10 ans, d'un séminaire de Jacques Lacan, établi par Jacques-Alain Miller. C'est celui tenu l'année 1966-1967, l'année de la première publication des écrits, sous le titre « Logique du fantasme ». L'illustration kabbalistique choisie pour le volume
une représentation de l'Adam Kadmon, l'homme d'avant l'homme, et d'avant l'homme et la femme, traversé de tous les souffles et écritures divins, est bien là pour nous arrêter sur l'étrange appareil logique qui va se construire au long du séminaire. C'est vrai que cette illustration est assez étonnante. Et oui, les deux cadeaux forment une répétition minimale, excellente introduction au trait unaire tel que le séminaire le définit. Je cite: s'instaurant fondamentalement de la répétition. La répétition, on peut dire que ça n'arrive qu'une seule fois, ce qui veut tout de même dire qu'elle est double, sans quoi il n'y aurait pas de répétition. Pour quiconque veut un peu s'y arrêter, cela instaure d'emblée, dans son fondement le plus radical, la division du sujet. Alors, Lacan, quel moment en est-il de son parcours? Le séminaire s'inscrit dans une période particulièrement féconde de l'histoire du mouvement lacanien. À partir de 1964, Lacan, excommunié par l'International Association of Psychoanalysis, IPA, transporte son séminaire de l'hôpital Sainte-Anne à l'école normale supérieure. En 3 ans de refondation de la doctrine psychanalytique, il promeut un ensemble d'écritures et de relations logiques qui donnent un nouveau statut à l'inconscient freudien, à l'expérience de la cure et à l'objet qu'elle en sert. Citons les 3 titres des 3 années qui précèdent le séminaire 14. Concepts fondamentaux de la psychanalyse. Problèmes cruciaux pour la psychanalyse. L'objet de la psychanalyse. Et enfin, logique du fantasme. Le séminaire se termine en juin 1967. Il annonce comme titre pour l'année suivante l'acte analytique. En octobre de cette même année, avant de commencer, Lacan rendra publique sa proposition du 9 octobre 1967 sur le psychanalyste de l'école, instaurant le dispositif de la passe pour le recrutement des psychanalystes. Cette proposition est tout entière appuyée sur la logique du fantasme récemment déployée. L'urgence théorique et institutionnelle qui organise ces années paraît haletante et vectorisée par un but atteint en un minimum de temps. D'abord, la logique de l'aliénation et de la séparation du séminaire 11, 1964, qui permet de saisir dans le même appareil le sujet et l'objet de la psychanalyse. Puis, les propriétés topologiques de traversée de l'objet de la psychanalyse permettent de conclure sur la possibilité d'un dénouement logique de l'expérience de cette cure. Mais la hâte qui saisit Lacan à produire un appareil rendant compte de façon convaincante du trajet accompli dans l'expérience d'une cure n'a rien de linéaire. Au fond, à vous suivre, Éric, on constate que Lacan remanie constamment ces concepts, et je pense en particulier à ceux que vous avez évoqués, d'aliénation et de séparation. Sous le même nom de logique de l'aliénation, des contenus très divers se succèdent. La clarté de l'avancée est trompeuse. Déjà, commentant cette logique du fantasme dans son cours de 1984-1985, intitulé 1, 2, 3, 4, Jacques-Alain Miller repérait 2 modalités distinctes de l'aliénation. Je le cite. L'ancienne aliénation qui s'occupe du sujet, c'est l'aliénation inconsciente, celle des formations de l'inconscient. Le sujet sacrifie l'être au profit du sens. La nouvelle aliénation est le rejet de l'inconscient et qualifie le sujet du « je ne pense pas », le sujet qui a fait le choix de l'être. Donc le cheminement du séminaire procède par méandres, piétinements, revirements et aussi avancées et fulgurances. La publication du séminaire nous permet de suivre ces méandres et ces revirements dans leurs détails et de nous faire ainsi enseigner par leur trajet. La mise en ordre du séminaire, opérée par l'édition de Jacques-Alain Miller, permet aussi de saisir l'organisation de l'ensemble
du séminaire. Par les divisions et articulations précisément dessinées par les intertitres, nous la saisissons comme un quadripartite puissamment posé. D'abord, Lacan donne les éléments de logique qu'il emprunte et dont il va faire usage. Puis, il y a la construction de ce qui est nommé le groupe de Lacan, à partir du groupe de Klein. Claude Lévi-Strauss avait introduit cette structure mathématique, le premier groupe à 4 éléments, dans sa formalisation des structures de la parenté, aidé en cela par le grand mathématicien André Weil, rencontré à New York. Et donc, comment procède-t-il, Lacan? Lacan met à sa main la puissance d'organisation du groupe de Klein de multiples façons. La visée est de structurer par ce groupe, d'une part, le champ subjectif, et d'autre part, l'objet du fantasme. Dans le groupe de Lacan, s'introduit d'abord, côté sujet, la répétition comme trait unaire. Je le cite. « Si nous faisons de la répétition le principe directeur d'un champ en tant que proprement subjectif, nous ne pouvons manquer de formuler ce qui, en matière de copule, unit l'identique et le différent. À cette fin, il nous faut réemployer ce trait unaire dont nous avons reconnu la fonction élective à propos de l'identification. » Fin de citation. Une fois que le groupe de Lacan a structuré le champ subjectif, conjuguant aliénation et répétition, la question du statut du sujet se transforme. Non pas définir comment la pensée passe à l'être, point de départ cartésien, mais comment le savoir psychanalytique passe dans le réel. Les développements si instructifs sur acting out et passage à l'acte ont un peu obscurci la question la plus générale qui était là posée sur le passage dans le réel du savoir à la fin de l'expérience analytique. Ce savoir fait réponse du réel. Oui, mais ce groupe de Lacan, où est-ce qu'il nous mène? Eh bien, après l'ensemble placé sous ce vocable groupe de Lacan, Jacques-Alain Miller fait émerger 2 développements successifs qui définissent 2 facettes nouvelles du réel. D'un côté, une série sur la subjectivation du sexe, avec un manque central qui se formule alors comme « il n'y a pas d'acte sexuel ». Cet acte, ce serait celui qui ferait passer au réel la position d'un homme ou d'une femme. Il est impossible. D'un autre côté, vient une série de développements du côté de l'économie du fantasme, centrée sur le changement, parfaitement mis en valeur par le découpage, du statut de l'autre. Je cite Jacques-Alain. « On aura la surprise de voir le grand autre, lieu de la parole, nouvellement défini comme le corps, lieu primordial de l'écriture. Cette bascule n'est possible qu'à la condition de définir l'écriture comme écriture logique, au sens de Lacan, celle qui fait des trous dans l'étoffe subjective. Les orifices érogènes que Freud avait situés comme orifices pulsionnels dès ses 3 essais sur la sexualité se trouvent généralisés par l'inscription sur le corps comme inscription du trou. En ce sens, l'orifice pulsionnel et le trou de la lettre se rejoignent. Le destin pulsionnel de la sublimation vient rencontrer la lettre de jouissance autour de laquelle tourne le fonctionnement pervers du fantasme et le réel de la jouissance. Oui, alors pourquoi l'évocation de la perversion? Eh bien, le séminaire se termine par l'accent mis sur la jouissance dans son rapport au corps, qui n'est abordable que par le biais de l'expérience perverse. Le désir, à l'opposé de la jouissance, est situable à partir de la névrose, de l'insatisfaction et de l'impossible. Le fantasme, par contre, a du mal à se loger dans l'économie de la névrose. Il a une place d'exception. Et c'est ce qui pousse, dit Lacan,
à définir les lois de transformation qui assureront à ce fantasme la place d'un axiome dans la déduction des énoncés du discours inconscient. C'est la seule fonction possible qu'on puisse donner au rôle du fantasme dans l'économie névrotique. En même temps, dit toujours Lacan, j'ai démontré, vous l'avez vu, que la matière et l'arrangement de ce fantasme sont empruntés au champ de détermination de la jouissance perverse. La disjonction au champ de l'autre, du corps et de la jouissance, laisse un reste, cette part réservée du corps où la jouissance peut se réfugier. Alors, cet éloge de la perversion comme protestation résonne évidemment avec la fin du séminaire 6, publié il y a 10 ans. Je pense en particulier à Hans le fétiche. Oui, dans le séminaire 6, Lacan disait « Quelque chose s'instaure, comme un circuit tournant entre, d'autre part, le conformisme ou les formes socialement conformes de l'activité dite culturelle, et d'autre part la perversion, pour autant qu'elle représente au niveau du logique, et par une série de dégradés, la protestation, qui au regard de la conformisation s'élève dans la dimension du désir, en tant que le désir est rapport du sujet à son être. Pour que cette place d'exception, d'axiome, de refuge ou de protestation contre la routine sociale s'instaure, il faut se situer dans le séminaire 14 au niveau d'une logique qui permet de se défaire de toute conception physiologique du désir. Je cite Lacan. « L'erreur est considérable de croire que le désir est une fonction insérée dans le physiologique et que l'inconscient n'y fait qu'y apporter le trouble. Non, la logique du fantasme est faite pour nous délivrer du physiologique, pour aborder l'économie de la jouissance de la bonne manière. » Merci Éric Laurent. Je pense qu'on commence à prendre la mesure de l'événement qu'est la parution de ce séminaire établi par Jacques-Alain Miller. Il me reste à vous remercier et peut-être à dire à nos téléspectateurs, à nos auditeurs que nous nous retrouvons dès samedi prochain à 18h30. Bye.